Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous vous remercions de nous recevoir encore une fois chez vous pour cette émission Vendredi Citoyen. Vous devrez vous habituer à la recevoir et le lundi, nous la diffusons pour vous, pour tous les compatriotes et pour tous ceux qui aiment le Congo. Et est-il nécessaire de rappeler que c'est une initiative de la plateforme Antenne Monde de la société civile de la RD Congo? Eh bien, nous recevons aujourd'hui comme invitée une dame qui s'appelle Madame Louise Ngandou. Madame Louise Ngandou, bonjour. Bonjour Monsieur Cheikh Fita. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de notre émission Vendredi Citoyen. Pourquoi? Parce que nous savons beaucoup de vous en tant que citoyenne, ce que vous avez fait. Mais nous n'allons pas vous présenter, nous préférons que vous parliez un peu vous-même de vous. Et si vous voulez que les gens sachent qui vous êtes, que diriez-vous? En très peu de mots, je dirais d'abord que je suis politologue de formation, avec un passé d'engagement d'une vingtaine d'années dans l'associatif, mais aussi auteur d'analyse sur la situation sociopolitique, non seulement en Afrique, mais aussi au Congo, et actuellement avec une ferme intention de mettre cette expertise au service des populations, notamment au Congo, ici aussi. C'est très bien que vous ayez envie de mettre cette expertise au profit de nos populations, et là-bas et ici. Et cela cadre vraiment avec notre émission qui est quel pourrait être l'apport de la diaspora congolaise dans le processus électoral congolais. Vous êtes au courant qu'il y aura des élections, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Et donc, voilà ce que nous aimerions avoir comme apport, votre propre expérience. Et avant d'aller dans le vif du sujet, nous aurions aimé que vous nous donniez un peu votre lecture de l'actualité immédiate. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 29 juillet 2016. Il y a eu aujourd'hui à Kinshasa un meeting du parti présidentiel, le PPRD, au stade Tata Raphaël. Selon les premières informations que nous avons eues, il y avait assez de gens, peut-être le stade était-il plein. Mais 2 jours avant, il y a eu le retour au pays du leader de l'UDPS du Rassemblement, M. Étienne Tshisekedi. Quelle lecture vous avez en tant que citoyenne de ces 2 événements? Comme vous pouvez vous en douter, Monsieur Cheikh Fita, ces événements sont suivis avec beaucoup d'attention par la diaspora congolaise non seulement de Belgique, mais de par le monde. Et de fait, la diaspora, elle est présente au Congo chaque jour. La diaspora porte le Congo. La diaspora mène des actions qui impactent le Congo. Donc tout ce qui touche au Congo, notamment les élections. PS est président du rassemblement d'un certain nombre de partis politiques et sociétés civiles au Congo. Je pense que ce à quoi on a assisté dépassait peut-être ce qu'on pouvait imaginer. On ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait encore drainer autant de monde, autant de foule. Ce qui montre d'abord pour moi que M. Tshisekedi reste un icône. Reste un monument historique dans l'histoire de notre pays, et que le peuple congolais le reconnaît comme tel. Et cela pourrait expliquer cette présence massive. D'autre part, je pense aussi que la population congolaise a été fort désabusée. Il y a eu quand même une perte de confiance dans les hommes politiques, et on sent que la population congolaise est en quête de leaders, de personnes qui peuvent incarner les aspirations des populations, des personnes qui peuvent amener le changement, des personnes qui peuvent être porteuses de certaines valeurs. Et je pense que cette mobilisation traduit à la fois cela, ce qui est une très bonne chose. Quant au meeting qui a eu lieu aujourd'hui de la majorité présidentielle, je pense aussi que c'est une bonne chose, parce que nous nous battons pour la démocratie. Et si nous voulons être en démocratie, il faut permettre à toutes les voix
de s'élever. Moi, je pense que les partis politiques de la majorité vivront après les élections, se battront, ils pourront se retrouver dans l'opposition, comme le jeu démocratique le veut dans la plupart des pays. Et donc, qu'ils se réunissent, je trouve tout à fait normal, mais le plus important et ce que nous attendons, c'est la suite, c'est ce qu'il va sortir des concertations avec l'aide du facilitateur, et lesquelles concertations, jusqu'ici prévues pour 7 jours, devraient amener au dialogue, lequel dialogue doit porter sur la réalisation des élections. Bien, merci beaucoup Madame Louise Ngandou pour cette lecture de l'actualité immédiate. Le peuple congolais attend les élections. Mais vous, en tant qu'analyste, il reste quelques mois pour que les élections aient lieu. Est-ce encore possible de les organiser dans le délai constitutionnel, ce qui est l'attente du peuple congolais? Ou vous pensez qu'il y a trop de pesanteurs? Vous savez, nous avons eu l'occasion d'échanger avec quelques compatriotes ici lors du passage du facilitateur en Belgique. On a 2 options. Soit on réalise les élections dans les délais constitutionnels. Dans ce cas, les experts, les techniciens congolais et étrangers devraient nous dire que cela est possible moyennant telle étape qui peut être réalisable en autant de temps. La question du fichier électoral, il y a la question de la grandeur du pays, il y a l'accessibilité, il y a des zones qui sont peu sécurisées, il y a d'autres problèmes logistiques qui se posent, il y a les problèmes financiers. Et encore, je reviendrai sur la question financière parce que nous savions depuis longtemps que les élections auraient lieu en 2016, donc ça ne tombe pas dessus. Le Parlement savait qu'il fallait chaque jour, chaque année, mettre de l'argent de côté pour pouvoir organiser les élections. Donc, je pense que techniquement, ce sont ces experts-là qui devraient nous dire si nous devons organiser les élections dans les délais constitutionnels, voici les avantages et voici les risques, et les acteurs politiques, l'ensemble de la classe politique congolaise devrait évaluer si on prend ce risque-là ou pas. Parce que nous voulons les élections, pas à n'importe quel prix. Nous voulons des élections transparentes. Nous voulons des élections crédibles. Nous voulons des élections qui peuvent être contrôlées. Et alors, il faut qu'on nous dise si au mois de septembre, on fait l'appel, on lance le processus, est-ce qu'on est en mesure de rencontrer tous ces paramètres? Bon, ça c'est une option. Deuxième option, les experts, je reviens toujours à ces experts, à ces techniciens qui nous disent c'est pas possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Dans ce cas, il nous faut un chronogramme. Il faut l'accord de l'ensemble de la classe politique qui devra expliquer au peuple congolais, parce que c'est le peuple qui est souverain, que voilà, après examen, nous avons décidé de reporter les élections pour telle raison, et ça peut être réalisable dans un tel délai avec la prise en compte de tous les paramètres qui ont été évoqués pour que on ne puisse pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc, dans les 2 cas, je pense qu'il est important d'avoir l'avis d'experts sur le terrain en la matière, et il est important d'avoir l'avis aussi de la classe politique congolaise qui est censée prendre en compte aussi les aspirations de la population congolaise. Merci beaucoup, Madame Louise Ngandou. Vous vivez ici à l'étranger. Vous avez des activités ici, comme vous l'avez dit. Vous avez des activités aussi au Congo. Est-ce que vous pensez vraiment que la diaspora peut influer sur le processus électoral? De 2, est-ce qu'elle le fait? Ou si elle ne le fait pas, que faudrait-il pour qu'on puisse optimiser l'influence de la diaspora que nous sommes sur nos concitoyens au pays? La diaspora doit influer sur le processus. Comme je le disais en introduction, au niveau d'ailleurs de l'Union africaine, la diaspora est considérée comme la 6e région du monde.
Parce qu'on a reconnu l'apport de la diaspora dans le développement du continent africain. La diaspora congolaise est estimée, selon certains experts, à plus ou moins 5-6 millions de Congolais à l'étranger. La diaspora congolaise est présente au Congo de par son expertise, mais dans diverses disciplines. Il y a des compétences congolaises qui sont sur place, qui viennent de la diaspora. C'est multisectoriel. La diaspora congolaise est présente dans les projets de développement, dans les activités de survie que mènent nos populations au quotidien. Vous avez un apport important de la diaspora sur le terrain. La diaspora congolaise est présente dans le domaine médical, par l'envoi des matériels, par l'envoi d'expertise. On connaît beaucoup de médecins congolais, d'infirmiers congolais qui rentrent au Congo et qui, durant leur séjour, pendant les vacances, vont dans les hôpitaux, donnent un coup de main, passent leurs compétences. La diaspora est présente. Donc, dans beaucoup de domaines, la diaspora congolaise est présente et active. Et la diaspora congolaise porte le poids des problèmes du Congo. Parce que de part, ne fût-ce que les contributions au niveau individuel ou même collective pour aider une commune, pour aider un village, pour aider la famille, pour scolariser les enfants, pour envoyer du matériel, etc. Je pense que la diaspora est demandeuse et désireuse plus que jamais de voir notre Congo se relever, de voir notre Congo fonctionner. La diaspora est demandeuse de voir nos jeunes Congolais diplômés chaque année avoir des perspectives d'avenir, avoir un emploi. La diaspora est demandeuse de voir cette force congolaise qui se traduit dans notre jeunesse s'exprimer, se développer et innover pour relever notre pays. Et donc, moi, je pense qu'au niveau politique, je pense, c'est valable pour tous les pays africains, on ne peut pas amorcer un tel développement sans stabilité et sans paix. Nous devons pacifier notre pays et nous devons stabiliser la situation politique de notre pays. Et de ce fait-là, la diaspora ne doit pas rester en dehors des concertations et de tout ce qui est en train de se passer concernant le processus électoral. La diaspora doit être partie prenante. Partie prenante, d'où je disais, elle doit être partie prenante du processus en cours devant mener aux élections. Et puis, dans la diaspora, nous avons des compétences en la matière, dans le domaine informatique, dans le domaine... les Congolais de la diaspora peuvent donner beaucoup. Et puis, je pense, pour terminer, que dans la loi électorale, on a pris aussi en compte que pour l'élection présidentielle, la diaspora était appelée aussi à voter, à participer. On a obtenu ça dans la loi électorale. Bien, merci beaucoup, Madame Louise Ngandou. Ça, c'est d'un point de vue des constats. Concrètement, vous, est-ce que vous entrevoyez des actions, soit avec votre association, enfin, je sais que vous êtes dans plusieurs associations, par rapport à un coin du pays, pour que, après les élections, on ne se dise pas, tiens, on aurait dû informer nos compatriotes sur ça, ça et ça. Parce que, souvenez-vous, en 2011, nous tous, nous avons crié au hold-up électoral. Est-ce que nous avons été suffisamment actifs pour armer les nôtres au pays afin qu'ils puissent servir donc d'observateurs, servir donc de boucliers afin que ça ne se fasse pas? Est-ce que concrètement, qu'est-ce qui peut être fait cette année? Vous savez, concrètement, il faut tenir compte des réalités du pays. Je suis rentrée plusieurs fois sur le terrain, je suis allée aussi à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans les centres urbains, dans les chefs-lieux des provinces ou à Kinshasa même. Mais dès que vous allez dans les coins les plus reculés, c'est là que vous vous rendez compte de l'immensité de la détresse dans laquelle se trouvent nos populations. Le travail de sensibilisation est un travail qui devait déjà commencer à se faire dès le lendemain des élections en 2011. Expliquer aux gens c'est quoi un vote. Essayer de sensibiliser les gens qui se sont laissés abuser par des personnes
qui offrent un groupe électrogène parce qu'ils sont candidats, et puis ils disparaissent. Et puis on ne les revoit plus. Et puis quand ils vont venir, les gens sont dans un tel dénuement, ils vont à nouveau retomber dans les mêmes erreurs. Ils vont prendre des t-shirts, on va offrir la bière à tout le monde, et puis on donne les voix. Il faut sensibiliser la population que c'est pas banal. Donner une voix, c'est pas banal. Qu'est-ce que cela implique sur le moment? Quel est le rôle du député? Et qu'est-ce que vous attendez de ce député après? Il en est de même de tous les responsables, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. Il faut pouvoir sensibiliser la population et je pense que ce travail-là n'a pas été suffisamment fait. Bien, je vais continuer sur la même question. Le travail n'a pas été suffisamment fait. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore faisable? Parce qu'en 2011, nous avons failli sur ce point-là. Et c'est pour ça que la plateforme Antenne Monde, la société civile, a initié cette émission pour que tous ceux qui sont actifs ici et là puissent fédérer leurs énergies, puissent se mettre ensemble, puissent faire un minimum. Vous savez, je donne un exemple. Si vous ici, vous avez 10 personnes, et cet exemple, je l'ai donné autant de fois que nous ferons l'émission, et que vous cotisez 50 € par mois, vous avez 500 €. Après 2 mois, vous avez 1000 €. Et grâce à ça, si vous avez une commune au pays où vous tenez à faire cette sensibilisation-là, ça fera beaucoup. Est-ce que vous êtes partie prenante? Est-ce que vous pensez le faire et aussi vous concerter avec d'autres? Ou si vous pensez qu'il y a mieux à faire? Oui, je pense que pour être un peu plus concret, je parlerai de l'expérience que j'ai eue. Avant les élections 2006, nous sommes descendus au Congo avec un groupe de femmes en binôme et ma collègue et moi, nous étions partis, nous, sur le Lubumbashi. L'objectif, c'était sensibiliser les femmes et nous intéresser aux candidatures des femmes, aussi bien aux élections provinciales qu'à la députation nationale. Donc, il y a eu des actions de sensibilisation et j'ai pu donner une formation aux candidates aux élections. Qu'est-ce que j'avais remarqué sur le terrain? J'avais remarqué qu'on avait vraiment des personnes de bonne volonté. Et je me souviens que j'avais été interpellée par les hommes qui disaient « Mais enfin, c'est pas possible, pourquoi vous ne donnez pas cette formation aux hommes aussi? Qui vous a dit que nous étions prêts ?» Effectivement, j'ai pensé que, bon, on ne doit pas toujours exclure, mais les femmes constituaient un groupe faible et c'était une première d'avoir autant de candidatures de femmes. C'était quand même 14% de candidatures de femmes aux élections de 2006. J'avais remarqué qu'on avait des femmes qui étaient de bonne volonté, qui avaient besoin d'un coaching, qui étaient limitées dans les moyens. Les moyens matériels déterminent un peu tout. Vous pouvez être de bonne volonté, vous êtes compétente, vous devez battre campagne. Battez campagne avec quoi? Vous devez vous déplacer d'un endroit à l'autre, même si vous restez dans la même province, vous devez aller dans les coins les plus reculés pour aller sensibiliser. Il vous faut des moyens de déplacement, il vous faut une logistique, Il y avait tellement de problèmes qui constituaient vraiment des facteurs handicapants pour les femmes. Et moi, j'avais été interpellée à ce moment-là parce que le groupe des femmes qui avaient assisté, près d'une centaine de femmes qui avaient assisté à cette formation, vous aviez des femmes qui étaient dans les partis politiques et vous avez des femmes indépendantes, la société civile. Et c'est là que je vais arriver au niveau des partis politiques. Les partis politiques sont les premiers lieux de formation politique des cadres. Les partis politiques sont les lieux où l'on se prépare et on prépare les cadres aux échéances électorales. Il n'est pas normal de voir des candidats de partis politiques galérer autant alors que les partis politiques devaient canaliser les moyens nécessaires pour arriver aux élections parce que la Constitution prévoit déjà les échéances. Nous savons que dans 5 ans, il y aura un rendez-vous. Donc dans 5 ans, ils ont eu le temps de chercher l'argent, de mettre l'argent de côté, y compris impliquer la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, si on dit, ok, contribution demande, estime notre population à 70 millions. Si on demande $5 à chaque Congolais, j'enlève la jeunesse.
si on dit qu'il y a ne fût-ce que 30 millions de Congolais, 30, on leur demande 5 dollars minimum. C'est-à-dire ceux qui sont à l'étranger peuvent donner plus. Vous voyez quels moyens on peut canaliser. Mais ça, ce n'est possible que quand on a sensibilisé les gens, ils ont compris l'importance, ils ont confiance dans leur leader politique. Parce qu'il y a une question de confiance. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand vous allez vers les gens pour dire il faut cotiser, nous devons soutenir les nôtres, la question de confiance se pose. Oui, mais madame, nous avons déjà cotisé, nous avons cotisé. Qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, ce montant-là servira effectivement à ce pourquoi nous sommes en train de donner. Donc, c'est important de pouvoir résoudre aussi cette question. Il ne suffit pas de dire donner les moyens, on peut. Aujourd'hui encore, je pense que si on décide de dire, OK, nous allons aux élections, et que la question financière est posée, et qu'on demande une contribution minimum de 5 dollars, ne fût-ce qu'à 30 à 40 millions de Congolais, les donneront. Ils les donneront. Bien, merci Madame Ngandou, mais bon, je continuerai à enfoncer le clou sur ce point. Vous avez parlé de votre expérience, vous avez été au pays, vous avez vu le dénuement, vous avez vu comment les gens, pour un t-shirt, pour un bol de riz, ils ont donné les voix. Tout à fait. Maintenant, ça risque de revenir. Ça risque. Le risque est là. Est-ce que vous, personnellement, avec votre association ou vos associations ici, vous êtes disposé à démarrer un minimum de cotisation? Vous avez déjà sûrement ciblé une province, une province c'est trop dire, une commune au Congo où vous pouvez faire cette action-là. Vous êtes disposé à le faire ou bien après les élections, on devra faire une autre émission pour constater qu'on ne l'avait pas fait? Moi, je dis tout est une question d'organisation, de structuration. Si nous avons une organisation claire, solide, avec des... Nous sommes ici. Oui. Nous pouvons lancer une action à partir d'ici. L'action qui va impacter les gens sur le terrain. Donc, on est obligé de passer par des intermédiaires. On doit avoir des intermédiaires crédibles qui peuvent rendre compte de ce à quoi sera destiné l'argent compte tenu des difficultés sur place. Le tout, il faut cibler. Vous avez parlé tout à l'heure des témoins. Vous avez le manque de moyens, ça dépend. On peut cibler. Par exemple, il faut dire, OK, nous, puisqu'on a décidé d'aller aux élections, nous pouvons lancer une campagne de récolte de fonds pour soutenir les témoins. C'est une action. Il faut connaître ces témoins, il faut les former, il faut pouvoir avoir une certaine garantie, entre guillemets, on ne l'aura jamais totalement, de loyauté de ces témoins, qui ne vont pas se faire acheter au premier coup, mais au moins qu'on leur assure que leur présence dans les bureaux de vote, etc., sera supportée. Et c'est réellement supporté tel que convenu au départ. C'est une option, c'est faisable. Je peux multiplier les exemples, mais ça, c'est faisable. Oui, moi, mon souci, c'est que vous me promettiez que vous pourrez, à votre niveau, faire 2 cellules interconnectées, aller réunir les gens qui sont autour de vous ici, réfléchir à ça. Et si vous le faites, nous sommes disposés à vous redonner le micro pour annoncer que vous allez soutenir 50 observateurs dans telle commune du Congo et que vous avez pris des contacts là-bas, que votre exemple, que votre initiative serve d'exemple. C'est aussi ça le but de notre émission, qui est des initiatives, parce que nous avons encore le temps, reconnaissons-le, de faire quelque chose, et ce serait gênant qu'on se mette à pleurer après avoir été dribblé de la façon dont on l'a été en 2011. Dites-moi un peu. C'est tout à fait faisable. Pour moi, je pense que c'est une question d'organisation. Comme on dit, il y a un proverbe africain qui dit, il est même congolais, je pense, qu'on ne lave pas le visage avec un doigt. Il faut une main pour laver le visage. Et je pense qu'on a pas mal de compatriotes qui pensent vraiment comme moi, que nous pouvons nous organiser, que nous pouvons canaliser quelques moyens, que nous devons savoir où les orienter et savoir avec qui nous travaillons. Voilà pourquoi nous suivons un peu attentivement ce qui est en train de se passer en ce moment sur le terrain.
et voir vers où nous nous orientons et pouvoir aider nos populations. Je pense que c'est un minimum. Nos populations ont tellement souffert et souffrent tellement, c'est un minimum. Il n'y a qu'à voir quand vous êtes au Congo, le nombre d'enterrements et de décès par jour, c'est vraiment effrayant. Moi, je pense que c'est un minimum. C'est un minimum. Merci bien, Madame Ngandou. Avant de continuer notre émission, on est vers la fin, mais je profite de votre intervention pour lancer ce message. Madame Ngandou a dit ceci, qu'il est possible de s'organiser. Et vous qui nous suivez, si vous pensez comme elle, allez sur notre site, il y a un lien pour des contacts. Nous enverrons le contact à Madame Ngandou. Soyez nombreux à réagir parce que l'initiative peut commencer à tout moment. L'initiative vient de commencer. Nous avons quelques mois pour soutenir les observateurs, pour soutenir la population afin qu'on ne lui vole pas son vote. Eh bien, nous attendons votre réaction par rapport donc à son intervention. Elle est disponible, elle est parmi les milliers de gens qui sont disponibles. Et vous tous qui le faites sans tambour ni trompette, il est grand temps de vous faire connaître. Notre média est disponible pour ça. C'est pour ça que nous avons commencé cette série d'émissions, pour que où que vous soyez, vous preniez conscience de ce que vous pouvez faire. Pour que où que vous soyez, nous tous, nous prenions conscience, nous qui vivons ici à l'étranger, que en nous mettant en réseau, en nous mettant ensemble, nous serons une force et nous pouvons effectivement influer sur le processus démocratique actuellement en cours. Et vous le savez, si les votes se passent bien, nous irons moins à Western Réunion. Mais si ça se passe mal, vous connaissez la suite. Bien, Madame Ngandou, nous vous remercions beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au processus électoral que vous aimeriez dire que vous n'avez pas pu dire durant cette émission? Par rapport je vais d'abord dire deux choses. Je voudrais revenir un peu sur les actions de terrain qui constituent vraiment un observatoire important. Pour agir efficacement sur le Congo, il faut connaître le Congo. Et pour le connaître, il faut être sur les terrains, découvrir les réalités, partager les réalités avec les personnes qui sont sur le terrain. Et ces dernières années, je suis retournée plusieurs fois par an au Congo. J'y étais encore au mois de février. J'étais dans les quartiers populaires. On a fait des sensibilisations dans les écoles. J'ai rencontré les groupes vulnérables dans Kinshasa. Quand vous êtes à Kinshasa, vous êtes à la Tchangou, vous êtes à Gombe, vous êtes en plein dans ce quartier, vous avez l'impression d'être dans deux villes différentes. Or, vous êtes dans la même ville. Tellement les situations sont criantes. Je pense que cela devrait nous motiver, non pas continuer à nous lamenter, mais à poser des actions concrètes. C'est ça que nous attendons. Depuis que je vois ces réalités, quand je rentre, je sensibilise autour de moi. Et il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent. Je dis, même les personnes qui ont une expertise, mettons notre expertise ensemble pour aider les personnes au niveau du Congo. On a lancé les maisons des femmes avec la Ligue des femmes kassayennes. Une maison à Kananga, une maison à Mbujimaï. Nous sommes en train de préparer avec Air de Femmes, qui est une organisation qu'on a mis en place ici, qui regroupe des expertises aussi bien africaines que européennes, simplement pour mettre cette expertise au niveau des associations des femmes. On s'est dit, pour que ces associations puissent fonctionner de manière efficace, puissent être éligibles pour recevoir de l'aide, il faut pouvoir les aider à fonctionner et les aider dans tout ce qui est administratif. Nous sommes en train de mener ce travail-là sur le terrain, mais en même temps, nous nous intéressons aussi aux activités génératrices de revenus parce que la situation socio-économique est telle qu'il faut absolument des projets qui aident les femmes à survivre. Donc on a des formations, microcrédits et une aide pour aider ces femmes dans leurs activités de microcrédit. Par exemple, maintenant, actuellement, avec le réseau avec lequel nous travaillons, Espace Vital à Kinshasa, on a le centre Bokol ici qui a formé des filles. C'était des filles
qui récupèrent dans la rue, on les forme à la coupe et couture, elles terminent, elles sont 10, elles ont fini, mais n'ont pas de machine pour démarrer. Ce que nous essayons de faire, nous allons lancer d'ailleurs très bientôt une action de parrainage. L'idée, c'est quoi? C'est doter, par exemple, ces filles-là de 10 machines. Mais ce n'est pas un don, tout simplement. Elles vont utiliser ces machines, mais nous demandons que chaque machine nous restitue 10 dollars par mois. Ça veut dire, sur les 10 machines, nous allons essayer d'avoir 100 dollars. Au bout de 10 mois, nous achetons encore 10 machines pour d'autres filles. En fait, on veut créer comme ça une chaîne de solidarité et en même temps leur permettre, une fois que nous avons récupéré, nous aidons les autres, elles continuent le même processus pour pouvoir acheter des machines, par exemple, pour surfiler, pouvoir remplacer les machines défectueuses, donc en même temps les aider à pouvoir économiser. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parmi les actions que nous sommes en train de mener sur le terrain. Mais en travaillant avec les populations sur les terrains, vous savez, les populations sont conscientes aussi que ça ne peut pas continuer comme ça. Les populations sont aussi conscientes qu'il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait une justice sociale. Les populations sont aussi conscientes que ce n'est pas possible de continuer dans un système global de corruption, dans un système global ou de survie en permanence. Vous retrouvez de plus en plus des jeunes, 30, 40 ans, qui sont toujours chez les parents, qui n'osent pas démarrer, qui ne peuvent pas démarrer. Vous avez toutes ces situations qui sont criantes et les gens ont besoin de changement. Et pour changer, ils ont besoin de gens crédibles. Pour changer, ils ont besoin de gens qui incarnent certaines valeurs. Et ils ont besoin de gens qui peuvent redonner cette espérance, aussi bien aux personnes âgées vieillissantes qui vivent sans pension, aux ménages, aux jeunes ménages, aux jeunes qui terminent. Et là, moi, je pense que au niveau des populations avec lesquelles nous travaillons, et je pense que mes collègues qui sont aussi actifs sur le terrain dans d'autres régions constatent la même chose parce que nous avons l'occasion d'échanger. Les gens sont sensibilisés pour que ça aille. Vous devez avoir confiance en vos élus. D'où se pose la question, est-ce que vous élisez n'importe qui à n'importe quel poste? Et la population est consciente de ça. Non, nous ne sommes pas prêts à élire des gens qui sont venus, qui nous ont offert à boire ici, et puis qui ont disparu, et puis qui vont revenir encore. Ils ne sont pas prêts. Ça, c'est une bonne information. Donc, je pense que les gens ne sont pas dupes et les gens, je pense, vont prendre vraiment leurs responsabilités. Bien, Madame Louise Ngandou, nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre émission et nous retenons ceci de votre passage que, vous êtes organisé déjà en association ici en Europe et que au Congo, vous avez des actions. Et nous retenons aussi par rapport au processus électoral que les gens qui viennent dans vos centres viennent parce qu'ils sentent que la misère est grande et que votre aide est importante, mais surtout qu'ils sont conscients qu'ils pourraient mieux vivre. Absolument. Et pour mieux vivre, il faut mieux voter. Et donc, le fait de venir chez vous dans vos actions au pays leur fait déjà prendre conscience de leurs devoirs des citoyens et nous souhaitons beaucoup que, entre vous et eux, cet échange continue. Et sur le site de la plateforme, nous sommes disposés à mettre un lien de vos actions sur le site de telle sorte que les gens sachent que vous le faites. Parce qu'en fait, le grand problème aussi, c'est que beaucoup de gens font beaucoup de choses sans qu'on le sache. Et nous avons un portail qui est très grand où il y a de la place pour tout le monde, commune par commune, etc. Et donc, nous vous promettons que si vous nous envoyez, nous mettrons là-dessus, les autres pourront voir. Et vous, les autres qui avez les mêmes actions, l'émission Vendredi Citoyen est ouverte pour vous. Encore une fois, Madame Louise Ngandou, nous vous remercions. Et la toute dernière action, c'est une action protocolaire, c'est-à-dire que désormais, chaque invité va laisser un mot dans notre livre d'or.
Merci beaucoup, Madame Louise Gandou. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs. Et merci beaucoup à Gérard Kanabassao, notre réalisateur de tous les jours, grâce à qui ces images vous parviennent. Et à la prochaine émission.